Et Stéphanie va nous entretenir sur ce sujet qui est la réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. Et Stéphanie est avocate au barreau de Port-au-Prince et spécialiste en droit des affaires humanitaires. Elle est professeure de droit international des droits de l'homme à la direction des études postgraduées de l'UEH et fait partie du cabinet du ministre de la Justice où elle contribue aux travaux liés aux questions juridiques et aux droits humains. Passionnée d'art oratoire, elle a été lauréate de plusieurs concours de plaidoirie et d'éloquence, dont le concours du mémorial de Caen, le prix Mario Stasi 2023 du barreau de Paris et le concours Mes idées en 180 secondes. Elle a également été quart de finaliste du concours de plaidoirie du barreau des droits humains en Haïti. Donc, vous avez avec vous Madame Stéphanie qui va nous entretenir, comme je viens de vous dire, sur le sujet la réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. Il arrive que Madame Stéphanie ne pourra pas faire de prestation, donc elle va essayer d'intervenir sans présentation PowerPoint. Stéphanie, vous avez 20 minutes pour effectuer votre présentation. Merci. Merci à vous et merci de m'avoir proposé euh, comme intervenant justement pour cette activité. Comme vous l'avez bien souligné, je vais vous entretenir sur la Je réparation. vous arrête un moment et peut-être qu'il y a un problème dans votre microphone. La Mhm. voix est un peu étouffée. Ok. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Merci. Oui. Je vous remerciais et je disais que je vais vous entretenir effectivement sur la réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. Il faut dire que pardon, la réparation va être abordée ici dans un contexte de droits de l'homme. Et, et en fait, comme vous le savez, il y a trois cours régionales de droits de l'homme. Il y a la Cour européenne et des droits de l'homme, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais dans le système interaméricain des droits de l'homme, là où il y a la Cour et la Commission, il y a tout un particularisme autour de la question des droits de l'homme. Et ce particularisme orbite autour de la question de la réparation. Il y a pas mal d'auteurs qui ont élaboré pas mal de théories. Par exemple, on a Hélène Sigoudia, on a Ludovic Enebel qui a écrit le traité international des droits de l'homme. Et il y a d'autres ouvrages écrits justement par des auteurs dans le cadre desquels ils, euh, ils élaborent justement sur la question de la réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. En fait, la particularité de la réparation interaméricaine peut être justifiée par la prise en compte d'un principe justement qui fait partie de ce système, qui s'appelle le principe pro homine. On dit aussi pro persona ou pro victima, en ce sens que la Cour n'enjoint pas aux États de verser uniquement une somme d'argent aux victimes ou à leurs proches, mais elle s'assure qu'il y ait une réparation adéquate et adaptée. Par exemple, dans la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il y a des cas justement qui sont traités par des juges au niveau de cette Cour, on a assez souvent tendance à enjoindre aux États justement de faire une réparation portant sur euh, l'argent, etc. Par contre, pour le système interaméricain des droits de l'homme, eh bien, la Cour ne s'arrête pas justement à ça. C'est pas que le côté patrimonial. C'est-à-dire, à la manière du juge Kansa de Trindade, il y a une réparation qui est orientée fondamentalement vers la victime. C'est ce que un auteur comme Ludovic Enebel va appeler la sociologie centrée sur le titulaire. Par exemple, dans la récente affaire Vicky Hernandez contre Honduras, il s'agit d'une femme transsexuelle, une travailleuse sexuelle également, qui a été assassinée. Et après sa mort, il y a eu beaucoup de discrimination puisque les médecins légistes ne voulaient pas procéder à l'autopsie de son corps, supposant qu'elle était séropositive. Avant que la Cour interaméricaine des droits de l'homme ne soit saisie de cette affaire, ben, la Commission a utilisé pour la première fois le terme transféminicide et dans la perspective de protéger maximalement l'être humain. Donc, on capitalise sur certains concepts qui peuvent aider à protéger la personne, l'individu. Donc, la Commission a utilisé pour la première fois le terme transféminicide et a reconnu l'applicabilité de la Convention Belém do Pará et la Convention américaine sur la prévention, la sanction
et l'élimination de la violence contre les femmes, la Commission a reconnu l'applicabilité de cette convention aux femmes transsexuelles. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de débats justement, même sur les réseaux sociaux, autour de cette question de femmes, enfin, de personnes transsexuelles. Et par exemple, si vous surfez un peu sur TikTok, sur Facebook, vous allez voir qu'on vous dit qu'une femme transsexuelle n'est pas une vraie femme, elle n'a pas un vrai vagin, un homme transsexuel n'est pas un vrai homme, etc. Donc, il y a eu beaucoup de débats. Dans le cadre de cet arrêt, on va dire, la Cour a posé quand même, en tout cas, elle a donné une réponse, on va dire, parce que si la Convention Belém-do-Pará, c'est une convention qui est censée être applicable aux femmes, on va dire entre guillemets femmes normales, et si dans le cadre de cet arrêt, la Cour a estimé que cette convention est applicable à une femme transsexuelle, c'est-à-dire que la Cour a donné une réponse. Mais on ne va pas rester sur cette réponse, strictement sur cette réponse qui a été donnée par la Cour. On va voir au-delà de cette réponse, c'était justement pour pouvoir protéger euh, cette personne qui a été victime par l'État hondurien. Et dans son arrêt définitif, dans l'arrêt de la Cour, bien évidemment pas la Commission, parce que la Commission, justement, elle est saisie euh, par quelqu'un sur base de pétition. Et c'est après que la Cour a fini de traiter l'affaire, a fini d'enjoindre à l'État de prendre des mesures. Et si l'État ne prend pas des mesures, c'est à la Commission justement de décider si elle va saisir la Cour. Donc voilà, et il y a beaucoup de critiques autour du système interaméricain en ce sens, contrairement au système européen. Avant, c'était sur base de pétition, mais là, après l'adoption d'un protocole dont le numéro m'échappe, eh bien, on peut justement saisir la Cour européenne sur la base d'une simple requête. Mais pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il faut d'abord passer par la Commission qui elle-même va résoudre le problème à l'amiable. Et si besoin, elle va justement décider de saisir la Cour. On va dire en quelque sorte que la Commission fait écran à la Cour. Donc voilà, dans le cadre de cette affaire, l'affaire Vicky Hernandez, la Commission a décidé effectivement de saisir la Cour et dans son arrêt définitif, la Cour a enjoint à l'État hondurien de procéder à un ensemble de réparations, dont la création d'une bourse d'études en vue de permettre aux femmes transsexuelles d'étudier. En fait, la création d'une bourse, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont dire en quoi cela permet permet une sorte de réparation à cette personne qui a été victime. En fait, il y a un concept qui a été développé dans le système interaméricain des droits de l'homme, c'est le symbolisme dans la réparation interaméricaine. Donc, il y a aussi le symbolisme. Le fait de créer une bourse d'études pour permettre aux femmes transsexuelles d'étudier, ça envoie justement un message clair à la société, à l'État hondurien, dû à un ensemble de brutalités, précisément de brutalités policières. Il y a un concept qui se retrouve au sein de ce système, c'est l'humanisme. Le mot en soi, on va dire, c'est un mot simple, mais pour le système interaméricain des droits de l'homme, ça a beaucoup de sens. Et c'est un héritage d'un juge qui est très respecté, très connu dans le milieu scientifique, malheureusement, qui est décédé. C'est le juge Cansado Tindade, ancien juge à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et à la Cour internationale de justice. Et la notion de l'humanisme est au cœur de la réparation au droit interaméricain des droits de l'homme. En effet, dans les premiers arrêts de la Cour, elle a adopté une perspective patrimoniale et les réparations se limitaient, on va dire, à une indemnisation compensatoire, comme il est disposé à l'article 63, alinéa 1 de la CADH. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller le lire. Et depuis l'arrêt, un arrêt qui s'appelle Anoé Boétoé et autres contre Suriname, un arrêt qui porte sur une affaire d'exécution extrajudiciaire, la Cour a fait une sorte de revirement en tant qu'elle commence à réparer d'une autre manière en ordonnant aussi des mesures non pécuniaires. Et comme le soutient une autrice comme Monica Pinto, la Cour a mis sa propre jurisprudence sur la formation d'une culture de respect des droits de l'homme. Et les États, justement, contre lesquels les arrêts sont dus, ont l'obligation de faire respecter et de garantir les droits de l'homme sur leur territoire, puisque justement, euh, la Cour tient à le préciser dans sa jurisprudence constante. Les droits de l'homme, avant de s'internationaliser, ont pris naissance dans un ordre national. Donc, le premier garant des droits de l'homme, justement, c'est l'État. Donc, les États ont l'obligation de faire respecter et de garantir les droits de l'homme sur leur territoire. Plus précisément, la Cour a détaillé ce qu'implique cette obligation
dans l'arrêt Velázquez Rodríguez contre Honduras, une affaire de disparition forcée, et en soutenant que les États parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme sont obligés d'assurer le libre exercice des droits reconnus dans la Convention. L'État se doit aussi, en matière de violation des droits de l'homme, d'enquêter, c'est très important pour la Cour, parce que c'est tout un processus qui va amener à la réparation, et de punir les auteurs des violations des droits de l'homme. Et dans l'arrêt Baldeón Garcia contre Pérou, la Cour a précisé les caractéristiques que doit avoir une enquête. Pas que dans l'arrêt Baldeón Garcia, même aussi dans l'arrêt Velázquez Rodríguez contre Honduras, ce qu'on appelle les Honduras Cases. Ce sont les premiers arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais dans ces arrêts-là, la Cour a précisé les caractéristiques que doit avoir une bonne enquête. Elle doit être complète, sérieuse et effective. Et de plus, ce que j'estime très intéressant dans l'arrêt Valle Jaramillo contre Colombie concernant une exécution extrajudiciaire, la Cour rappelle l'obligation d'enquêter lorsqu'il y a une dénonciation, mais aussi lorsqu'une raison fondée permet de croire que l'acte dénoncé a été euh, réellement commis. En matière de réparation, le droit interaméricain des droits de l'homme, comme je le disais, tantôt, est traversé par un humanisme, on va dire très facilement. La Cour s'inscrit dans une démarche de communiquer directement à l'être humain et c'est ce qui explique qu'elle tient à utiliser tous les instruments pour lui permettre de le prendre en compte en matière d'interprétation. C'est ce que les théoriciens des droits de l'homme appellent une interprétation globalisante. La Cour européenne des droits de l'homme le fait aussi, par exemple dans son arrêt Demir et Baïkara contre Turquie du 12 novembre 2008. En tout cas, je ne prends pas le temps de vous faire un petit résumé de tous les arrêts parce que ça va être trop long. Si cela vous intéresse, vous pouvez justement cliquer sur Google, vous allez voir des résumés. Donc, c'est l'arrêt Demir et Baïkara contre Turquie. Dans le cadre de cet arrêt, la Cour européenne a pris le soin aussi d'utiliser d'autres instruments pour pouvoir protéger la personne en question. La Cour interaméricaine des droits de l'homme le fait, mais beaucoup plus systématique que la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est plus systématique. Par exemple, l'arrêt on va dire, qui illustre le plus parfaitement possible cette question, c'est un arrêt contre le Brésil. C'est l'arrêt Trabajadores de la Hacienda, en espagnol, contre le Brésil du 20 octobre 2016 concernant l'esclavage et la servitude, qui illustre très bien nos propos, car la Cour interaméricaine des droits de l'homme y a mobilisé certains instruments internationaux qui ne sont pas justement dans le système interaméricain des droits de l'homme. Pour le système interaméricain, on a deux textes majeurs. On a la Convention américaine relative aux droits de l'homme, on a la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Par contre, dans les arrêts de la Cour, elle prend toujours le soin d'utiliser d'autres instruments. Par exemple, la Cour peut utiliser une décision de la Cour internationale de justice en faveur d'une personne dans le cadre d'une affaire qui lui a été soumise. Dans cette affaire, la Cour a précisé que les instruments internationaux contraignants et les décisions des tribunaux internationaux permettent de constater que l'interdiction absolue et universelle de l'esclavage est inscrite dans le droit international. Et comme le soutient une autrice comme Hélène Tiboudja, en raison du fait que la plupart des branches du droit international convergent et doivent converger vers la protection de la personne, la Cour s'estime donc autorisée à ne pas rester enfermée dans le système interaméricain des droits de l'homme, mais à aller puiser, il y a même des auteurs qui vont vous dire, à aller papillonner justement, à aller puiser ces solutions dans d'autres instruments. Elle se voit comme l'interprète des droits de l'homme universels. En droit interaméricain des droits de l'homme, comme je le disais tout à l'heure, la réparation est basée sur le principe premier, principe qui a été adopté par la Cour en faveur de l'individu et de sa dignité. Et pour répéter Éric Tardy, c'est indubitablement l'aspect le plus intéressant de la jurisprudence émanant de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et parlant de principe premier, nous pouvons prendre l'exemple d'un arrêt qui est très intéressant dans le système interaméricain des droits de l'homme, c'est l'arrêt Loaiza Tamayo contre Pérou. Il s'agit d'une professeure à l'université qui a été arrêtée et torturée pour avoir été accusée d'appartenir à une organisation terroriste. Dans le cadre de cet arrêt, c'est peut-être
l'un des arrêts qui a mis en évidence la notion de réparation intégrale. Et la Cour a développé une expression qui allait rester dans le système interaméricain des droits de l'homme, c'est l'expression El proyecto de vida, en français, le projet de vie. En fait, c'est un point de vue qui consiste en la prise en compte de ce qu'aurait été la vie de la personne s'il n'y avait aucun préjudice. C'est très intéressant puisque la Cour interaméricaine des droits de l'homme tient compte de cet élément pour rendre certains arrêts dans le cadre de certaines affaires qui ont été soumises. En fait, la Cour interaméricaine des droits de l'homme comprend que l'indemnisation n'est pas le seul moyen pouvant réparer un préjudice. Elle enjoint à cet effet aux États, n'importe quel État, de faire des réparations concrètes et non pécuniaires, telles que reconstruire des écoles, créer des documentaires, comme ça a été le cas pour Vicky Hernandez, chercher les corps de certaines victimes, ça aussi c'est une forme de réparation, attribuer les noms des victimes aux rues et aux places publiques, etc. Et de manière plus large, elle déclare même des lois nationales nulles et non avenues, et cela a été fait dans le cadre d'un arrêt sur Barrio Santos. Euh, mais il y a quand même beaucoup de critiques, parce qu'il y a certains théoriciens qui vont vous dire que la Cour interaméricaine des droits de l'homme n'est pas une Cour constitutionnelle. Bien évidemment, la Cour interaméricaine des droits de l'homme est de fait aucune Cour régionale des droits de l'homme n'est une Cour constitutionnelle. Mais la Cour, en tout cas chaque Cour, a sa particularité, étant donné que la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'inscrit dans une démarche de protéger maximalement l'être humain, elle a tendance à être intrusive. Et c'est quand même une critique qui a été récurrente justement à l'encontre de la Cour. Mais il faut que je vous rassure que la Cour interaméricaine des droits de l'homme n'est pas une Cour effectivement constitutionnelle, bien que certaines fois, certaines choses puissent déraper. Et en fait, pour ce qui s'agit de la question du symbolisme, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque la Cour enjoint à un État d'attribuer le nom d'une victime à une rue, c'est justement pour lancer un message clair à l'État en question, parce que, comme vous le savez, l'État a des obligations à la fois négatives et positives. Donc, puisque c'est l'État qui est censé être, je dis censé être, parce qu'il y a quand même des cas qui arrivent sous les yeux de l'État sans qu'il ne prenne aucune décision concrète, justement pour que cela cesse. Donc, et donc voilà, c'est l'État en question. Je perds un peu le fil de mes idées. Donc c'est l'État qui est censé être le garant justement des droits de l'homme. Donc c'est à lui de faire attention, c'est à lui de faire en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, lorsqu'il y a une violation en matière de droits de l'homme au sein de sa société, de prendre des mesures adéquates parce que la Cour aime justement s'accentuer sur ces notions, la notion de non-répétition des faits illicites et la notion de cessation des faits illicites. Donc, c'est à l'État en question de faire en sorte que les violations cessent et que les violations ne se répètent plus. Donc, ordonner à l'État, il y a des personnes qui vont vous dire que ce sont des formes de réparation cosmétique. Non, il ne s'agit pas de formes de réparation cosmétique. Il y a toute une théorie autour de la question du symbolisme dans le système interaméricain par rapport à sa manière de réparer, justement. Et c'est intéressant parce que cela traduit un signe de respect à l'égard des victimes. Et pour répéter un auteur comme Lucas Meyer, les actes de compensation symbolique rendent possible l'oppression d'une attitude envers les victimes. Les commémorations dans le cadre de la réparation interaméricaine sont aussi dotées d'un fort symbolisme, en ce sens qu'elles jouent un rôle de rappel, non pour blesser les proches et les victimes survivantes, mais pour les amener à réfléchir sur un drame, un assassinat, un massacre et bien autre chose. C'est aussi une satisfaction en tant que l'État est contraint de ne pas passer ou laisser passer sous silence des événements marquants. Donc, en gros, euh, la question de la réparation au sein du système interaméricain des droits de l'homme est en soi un bloc à part. Et comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y a des auteurs qui sont plutôt pro cette formule réparatoire. Il y a des auteurs qui sont contre. Par exemple, moi, je suis une passionnée de ce système parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de police en matière de droit international des droits de l'homme, mais le fait même de pouvoir avoir une cour régionale
qui puisse mettre les bâtons, on va dire, dans les roues des États par rapport à cette question, même si vous allez réparer, justement, donner une somme d'argent aux victimes ou à la victime, mais il y a encore d'autres moyens de réparer. Il n'y a pas que l'argent en tant que tel. Par exemple, dans un arrêt très intéressant de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est l'arrêt Los Sanchez contre Guatemala, il s'agit d'un massacre, eh bien, la Cour a ordonné à l'État guatémaltais de prendre en compte euh, euh, les frais enfin, les personnes victimes, les parents des personnes victimes. Justement, il fallait qu'ils trouvent un endroit où se soigner. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation de la victime. Mais la Cour a enjoint à l'État guatémaltèque de prendre en compte justement les soins psychologiques, les autres soins médicaux et de donner les frais justement que ces personnes dépensent dans le cadre de ces démarches. Et la Cour a même enjoint à l'État guatémaltèque de donner 7 000 $ américains aux autres personnes qui ne vivent pas au Guatemala, mais qui font partie de la famille des victimes. Donc, c'est pour vous dire que la Cour ne tient pas compte seulement vraiment que la personne qui est victime, mais c'est son entourage. Il n'y a pas que la partie pécuniaire, il y a d'autres formes de réparation que j'estime intéressantes. Et lorsqu'on fait un coup d'œil justement dans le système interaméricain européen des droits de l'homme et dans le système interaméricain des droits de l'homme, surtout pour le système européen, il développe timidement justement, on va dire, cet aspect réparatoire. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait beaucoup d'efforts en ce sens. Il y a même des auteurs qui disent que la Cour africaine copie sur la Cour interaméricaine des droits de l'homme. En tout cas, ce n'est pas un problème parce que l'objectif, pour répéter Laurence Burgo-Glassen, c'est la promotion et la garantie des droits de l'homme, peu importe peu importe la manière dont cela est fait. Donc voilà, c'est justement protéger maximalement l'être humain. Donc même si la Cour africaine copie sur la Cour interaméricaine et la Cour interaméricaine sur la Cour européenne, il n'y a pas de problème, mais la finalité justement, c'est de protéger l'être humain. Il faut dire que le système interaméricain des droits de l'homme a une manière particulière de procéder à la réparation lorsqu'il s'agit de rendre des arrêts, lorsqu'il s'agit de violation des droits de l'homme. En tout cas, c'est ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour votre écoute.